Le jour où je suis revenue de ma retraite spirituelle de 3 semaines en Provence et que j'ai trouvé mes affaires éparpillées dans le jardin avec un mot de mon fils, était le jour où j'ai compris que parfois, la plus grande trahison vient de ceux que nous aimons le plus. Je m'appelle Marguerite Dubois. J'ai 67 ans et pendant toute ma vie d'adulte, j'ai été professeure de littérature dans un lycée de Lyon. Veuve depuis 8 ans, mère d'un fils unique, Pierre, qui a maintenant 42 ans. J'ai toujours cru que la famille était sacrée, que l'amour maternel était inconditionnel et que les sacrifices que nous faisons pour nos enfants nous reviennent toujours sous forme de respect et de gratitude. Cette conviction s'est écroulée un mardi après-midi de septembre, quand le taxi m'a déposé devant la maison où je vivais avec Pierre et sa femme Sylvie depuis 4 ans. Mes valises étaient encore dans le coffre quand j'ai vu mes livres, mes vêtements, mes photos de famille, tout ce qui constituait ma vie matérielle, disposées de manière ordonnée sur la pelouse. Mes premières éditions de Colette et de Marguerite Duras, mes châles en cachemire que mon défunt mari Georges m'avait offerts, même ma machine à café italienne que j'avais reçue pour mes 60 ans. Le chauffeur de taxi, un homme d'une 50aine d'années avec des cheveux grisonnants, m'a regardé avec cette expression que je reconnaîtrais maintenant n'importe où, de la pitié mélangée à de la gêne. « Madame, est-ce que tout va bien ?» m'a-t-il demandé avec cet accent lyonnais chaleureux qui me rappelait mon père. J'ai pris l'enveloppe blanche posée sur ma commode ancienne, celle qui appartenait à ma grand-mère. L'écriture de Pierre, que je connaissais depuis ses premiers devoirs d'école primaire, était soigneuse mais froide. « Maman, nous sommes désolés de procéder ainsi, mais les parents de Sylvie ont besoin d'un endroit où vivre. Papa de Sylvie a des problèmes de santé et ils ne peuvent plus rester dans leur appartement au 5e étage sans ascenseur. Nous savons que tu comprendras. Nous avons trouvé une belle résidence pour seniors près du centre-ville. Sylvie a déjà pris rendez-vous pour toi jeudi. Nous t'appellerons ce soir pour t'expliquer. Ton fils qui t'aime, Pierre. » Le monde s'est arrêté pendant quelques secondes. Pas de colère, pas de cris, juste un silence étrange qui semblait absorber tous les bruits de la rue. Les oiseaux chantaient encore dans le chêne que Georges avait planté le jour de la naissance de Pierre. Les voitures passaient, la vie continuait autour de moi, mais quelque chose en moi venait de se briser avec la précision d'un cristal qui tombe. J'ai regardé cette maison que j'avais contribué à acheter, dont j'avais choisi chaque couleur de peinture, où j'avais cuisiné des milliers de repas, où j'avais consolé Pierre lors de son divorce d'avec sa première femme, où j'avais accueilli Sylvie comme ma propre fille il y a 6 ans. Le chauffeur attendait, moteur allumé. « Où souhaitez-vous aller, madame ?» C'est à ce moment-là que j'ai pris la première décision qui allait changer ma vie. Au lieu de m'effondrer, au lieu d'appeler Pierre en pleurant, au lieu de supplier ou de me lamenter sur mon sort, j'ai dit avec une voix que je ne me connaissais pas « Rue de la République, s'il vous plaît, numéro 75. » Personne ne savait que j'avais gardé ce petit appartement au cœur de Lyon. Personne. En regardant défiler les rues de Lyon par la vitre du taxi, les souvenirs remontaient comme des vagues inattendues. Chaque pierre de cette ville portait une part de mon histoire, et maintenant, je me dirigeais vers le seul endroit qui n'appartenait qu'à moi. Il y a 4 ans, quand Pierre a rencontré Sylvie, tout semblait parfait. Elle était pharmacienne, élégante, bien élevée. Une femme de 35 ans qui semblait apporter à mon fils la stabilité qu'il cherchait depuis son divorce difficile. Quand ils ont décidé de vivre ensemble, Pierre est venu me voir avec cette expression d'enfant excité qu'il avait encore parfois. « Maman, nous avons trouvé la maison parfaite à Caluire, mais nous n'avons pas assez pour l'apport initial. » Il n'a pas eu besoin de terminer sa phrase. J'ai vendu mon appartement de 3 pièces dans le 6e arrondissement, celui où Georges et moi avions vécu pendant 25 ans, pour lui donner les 150 000 € qui manquaient. Ce que Pierre ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est qu'avant de vendre cet appartement familial, j'avais utilisé une partie de l'héritage de ma mère pour acheter discrètement un petit 2 pièces rue de la République. 45 mètres carrés au 3e étage d'un immeuble du 19e siècle, avec vue sur les toits de la presqu'île. Georges m'avait toujours dit « Marguerite, garde toujours quelque chose qui n'appartient qu'à toi. » Il avait raison, même si à l'époque, je pensais que c'était de la méfiance excessive. Ce petit appartement était devenu mon refuge secret. J'y allais les mercredis après-midi, quand Pierre et Sylvie étaient au travail. J'y gardais mes livres préférés, mon bureau d'écriture, mes cahiers de poèmes que je n'avais jamais montrés à personne.
C'était là que je me reconnectais avec la Marguerite d'avant, celle qui rêvait d'écrire un roman, celle qui avait des opinions tranchées et qui n'avait pas peur de les exprimer. La vérité, que je n'osais pas m'avouer complètement, c'est que vivre avec Pierre et Sylvie était devenu de plus en plus difficile. Sylvie avait une manière subtile de me faire comprendre que j'étais de trop. Jamais rien de direct, toujours avec le sourire, mais les petites phrases assassines s'accumulaient. « Oh, Marguerite, vous ne devriez pas manger autant de fromage à votre âge, c'est mauvais pour le cholestérol. Pierre, tu ne trouves pas que ta mère regarde un peu trop la télévision? À son âge, elle devrait sortir plus. » Oh là là, encore une de vos amies au téléphone, Marguerite? Vous devriez peut-être raccourcir vos conversations, nous attendons un appel important. Chaque remarque était enrobée de sollicitude, mais le message était clair, je dérangeais. J'étais un poids, une obligation, un meuble encombrant qu'on tolère par politesse. Pierre, mon Pierre que j'avais élevé seul après la mort de son père, semblait ne rien voir. Ou peut-être qu'il préférait ne rien voir. L'amour aveugle, dit-on. Dans son cas, c'était littéralement vrai. Le taxi s'est arrêté devant le numéro 75. L'immeuble aux façades ocre et aux balcons en fer forgé m'accueillait comme un vieil ami. Madame Benoît, la gardienne, m'a fait un signe de la main depuis sa loge. Elle savait que je venais régulièrement, mais nous n'avions jamais parlé de ma situation familiale. En montant les escaliers vers mon refuge, j'ai senti quelque chose d'étrange. Pour la première fois depuis des années, je respirais librement. La clé a tourné dans la serrure, avec ce petit bruit familier qui m'apaisait toujours. En poussant la porte de mon appartement secret, j'ai été accueilli par l'odeur de lavande de mes sachets et le silence bienfaisant qui n'appartenait qu'à moi. 45 mètres carrés qui contenaient ma véritable identité. Les murs étaient couverts de mes livres préférés. Simone de Beauvoir, Annie Ernaux, Marguerite Yourcenar. Sur le bureau près de la fenêtre, mes cahiers manuscrits où j'écrivais mes réflexions, mes poèmes, mes observations sur la vie. Cette pièce respirait l'authenticité que j'avais perdue en vivant sur la pointe des pieds chez mon fils. J'ai posé mes valises et je me suis assise dans mon fauteuil de velours vert, celui que j'avais chiné aux puces de Villeurbanne. Pour la première fois depuis mon retour, j'ai laissé les émotions remonter. Non pas de la tristesse, mais une colère froide et lucide qui montait du plus profond de moi. 43 ans d'enseignement, une carrière où j'avais formé des centaines d'élèves, où j'avais été respectée pour mon savoir et ma pédagogie. 8 ans de veuvage où j'avais appris à reconstruire ma vie pièce par pièce. Et mon propre fils me traitait comme une vieille dame gênante qu'on case dans une résidence. Mon téléphone a sonné. Pierre. J'ai regardé l'écran s'illuminer 3 fois avant de décrocher. « Maman, tu vas bien? Nous sommes inquiets. Le taxi nous a dit qu'il t'avait déposé en ville. Où es-tu » Sa voix portait cette intonation que je connaissais bien, celle qu'il prenait enfant quand il avait fait une bêtise et qu'il essayait de la minimiser. « Je suis en sécurité, Pierre. »« Mais où exactement ?»« Sylvie a appelé la résidence. Tu n'es pas venu au rendez-vous. Nous devons parler de tout ça. Je sais que c'est un choc, mais tu vas voir, cette résidence est vraiment bien. Il y a des activités, des gens de ton âge, des gens de mon âge. Comme si j'étais devenue une espèce à part, qu'il fallait parquer avec mes semblables pour ne pas déranger les vrais vivants. Pierre, dis-moi une chose. Qui a signé l'acte de propriété de ta maison? Un silence. Un long silence qui en disait plus que tous les discours. Nous l'avons signé ensemble, mais... Pourquoi tu me demandes ça? Non, Pierre, nous ne l'avons pas signé ensemble. C'est moi seul qui suis propriétaire de cette maison, parce que c'est mon argent qui l'a achetée. Tu n'étais que locataire, même si tu ne t'en es jamais rendu compte. Le silence s'est prolongé. J'entendais Sylvie parler en arrière-plan, mais je ne distinguais pas les mots. Maman, nous devons absolument nous voir. Demain midi au Café de la Paix, place Bellecour, s'il te plaît. Entendu? Mais d'ici là, ne me rappelez pas. J'ai besoin de réfléchir. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre les toits de Lyon qui s'étendaient jusqu'aux collines de Fourvière. Cette vue que j'aimais tant, qui me donnait l'impression d'embrasser toute la ville du regard. Ce soir-là, j'ai ouvert un cahier neuf
et j'ai commencé à écrire. Non pas mes habituels poèmes mélancoliques, mais un plan, une stratégie, une nouvelle façon d'envisager ma vie. À 67 ans, j'allais apprendre à me défendre. Le lendemain matin, avant mon rendez-vous avec Pierre, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais osé faire. J'ai fouillé dans les papiers administratifs que je gardais dans mon secrétaire. Tous ces documents que je signais sans vraiment les lire, faisant confiance aveuglément à mon fils. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang plus encore que de trouver mes affaires dans le jardin. Pierre avait contracté un crédit de 80 000 € en utilisant la maison comme garantie. Ma maison. Sans me demander mon autorisation, en falsifiant ma signature sur plusieurs documents. Les relevés bancaires montrèrent des dépenses extravagantes. Un voyage aux Maldives pour Sylvie et lui l'année dernière, une nouvelle voiture de luxe, des achats compulsifs que je n'avais jamais questionnés. Mais le plus révélateur était un échange d'emails que j'ai trouvé imprimé au fond d'une chemise. Une conversation entre Sylvie et sa mère, datée de 6 mois plus tôt. « Maman, la vieille commence à poser trop de questions sur les finances. Il faut qu'on accélère le processus. Papa et toi, vous pourriez vraiment venir habiter ici ?»« Ma chérie, bien sûr. Ton père fait semblant d'avoir mal au dos, mais il peut très bien monter les escaliers. C'est le moment ou jamais de se débarrasser de la belle-mère encombrante. Une maison de retraite, c'est ce qu'il y a de mieux pour les gens de son âge. » La vieille. La belle-mère encombrante. Les mots dansaient devant mes yeux comme des serpents venimeux. J'ai continué à lire, le cœur battant si fort que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. Une fois qu'elle sera casée, nous pourrons hypothéquer la maison complètement. Avec sa retraite de prof et la vente de ses bijoux, elle pourra payer la résidence pendant des années sans nous embêter. Ils avaient tout planifié. Ma mise à l'écart, la spoliation de mes biens, jusqu'à mes bijoux de famille que ma mère m'avait transmis. J'étais devenue une ressource à exploiter, une poule aux œufs d'or qu'on plume méthodiquement. La naïveté de mes 67 ans venait de mourir d'un coup sec. J'ai pris ma veste et je suis sortie marcher le long du Rhône. Les platanes commençaient à jaunir, l'automne arrivait doucement sur Lyon. Des joggeurs me dépassaient, des couples promenaient leurs enfants, la vie continuait son cours normal tandis que mon monde basculait. Au Café de la Paix, Pierre m'attendait déjà. Il avait cette expression coupable qu'il arborait enfant quand il avait cassé quelque chose. Sylvie n'était pas là, évidemment. Dans ce genre de situation, elle préférait laisser Pierre faire le sale boulot. « Maman, assieds-toi, tu veux un café ?»« Je veux la vérité, Pierre, toute la vérité. » Il a baissé les yeux, a joué avec sa cuillère, a soupiré plusieurs fois, tous les signes que je connaissais par cœur de son malaise. Les affaires ne vont pas très bien au garage. J'ai eu des dépenses imprévues. Nous avons pensé que ce serait mieux pour tout le monde si vous me mettiez dans une résidence et si vous vendiez ma maison pour payer vos dettes. Le mot était lâché. Il a relevé la tête, surpris que je sache déjà. Comment je sais que tu as hypothéqué ma maison sans mon autorisation? Comment je sais que ta femme me traite de vieille encombrante dans ses emails à sa mère? Comment je sais que vous aviez prévu de me dépouiller de mes bijoux? Pierre est devenu blême. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il voyait sa mère non plus comme une génitrice docile, mais comme une femme intelligente et parfaitement informée. « Maman, ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois, Pierre. Et maintenant, nous allons parler de ce qui va vraiment se passer. » Les jours suivants, j'ai agi avec une précision chirurgicale que mes années d'enseignement m'avaient apprise. Quand on a passé 43 ans à gérer des adolescents rebelles et des parents difficiles, on développe une capacité à anticiper, à planifier, à garder son sang-froid dans les situations complexes. Ma première visite a été pour Maître Rousseau, le notaire qui avait établi l'acte de propriété de la maison. Un homme de mon âge, aux cheveux blancs soigneusement peignés, qui m'a reçu avec cette courtoisie un peu surannée que j'appréciais. « Madame Dubois, que puis-je faire pour vous ? Je souhaite vendre ma maison de Caluire, rapidement et discrètement. » Il a ajusté ses lunettes et a ouvert le dossier. « Puis-je vous demander pourquoi cette soudaine décision? Et votre fils, qui y habite? » Mon fils a oublié que cette maison m'appartient. Il est temps qu'il s'en souvienne. Maître Rousseau a esquissé un sourire. Combien de drames familiaux avait-il vu passer dans son étude?
Combien de parents trahis par leurs enfants? Dans ce cas, nous pouvons procéder rapidement. J'ai justement un client qui cherche une maison dans ce quartier. Pourrions-nous organiser une visite cette semaine? Le plus tôt possible. Et Maître Rousseau? Pas un mot à mon fils avant que les papiers soient signés. Ma deuxième visite a été pour la banque. Monsieur Lacroix, mon conseiller depuis 15 ans, a pâli quand je lui ai expliqué la situation. Madame Dubois, votre fils a effectivement contracté un crédit en donnant votre maison en garantie, mais sans votre signature officielle? Parce qu'il a falsifié ma signature, n'est-ce pas? Je ne peux pas l'affirmer sans expertise, mais les documents semblent irréguliers. Dans ce cas, ce crédit est nul et non avenu, et je veux qu'il soit annulé immédiatement. Le soir, dans mon petit appartement, j'ai écrit une longue lettre à Pierre. Pas un règlement de compte, pas une lamentation, mais une explication claire et définitive de la nouvelle situation. J'ai relu cette lettre 10 fois, pesé chaque mot, chaque virgule. Mon cher Pierre, tu es resté mon fils unique et tu le resteras toujours. Mais tu as cessé d'être l'homme que j'ai élevé le jour où tu as décidé que mes sentiments et ma dignité ne comptaient plus. Le mercredi suivant, pendant que Pierre était au garage et Sylvie à la pharmacie, Monsieur et Madame Lemoine ont visité la maison. Un couple de retraités charmants, lui ancien ingénieur, elle ancienne institutrice. Ils cherchaient exactement ce type de maison depuis des mois. Elle est parfaite, Madame Dubois. Quand pourrions-nous signer? Demain, si vous voulez. Madame Lemoine m'a regardée avec curiosité. Pardonnez-moi d'être indiscrète, mais vous habitez bien ici? Toutes ces affaires? J'ai déjà déménagé. Cette maison a fait son temps dans ma vie. Il est temps qu'elle serve à d'autres personnes qui sauront l'apprécier. Ce soir-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis des mois. Demain, une nouvelle page de ma vie allait s'ouvrir. Le jeudi après-midi, quand Pierre et Sylvie sont rentrés du travail, un camion de déménagement stationnait devant leur maison. Mes anciens voisins m'ont raconté plus tard la scène. Pierre courant vers les déménageurs, Sylvie sortant de voiture en criant, la confusion générale quand ils ont réalisé que les nouveaux propriétaires prenaient possession des lieux. Moi, j'étais tranquillement assise dans mon appartement de la rue de la République, sirotant un thé à la bergamote en lisant un roman d'Annie Ernaux. Mon téléphone a sonné vers 18 heures. Pierre, bien sûr. « Maman, qu'est-ce que tu as fait? Nous sommes dans la rue. Sylvie pleure. Nous ne savons pas où aller. » Vous n'êtes pas dans la rue, Pierre. J'ai réservé une chambre d'hôtel pour vous 2 semaines, le temps que vous trouviez un appartement à votre nom. « Ah mais enfin, c'est de la folie? Tu ne peux pas vendre notre maison comme ça? » Ta maison? Ce n'a jamais été ta maison, Pierre. Tu habitais chez ta mère, et ta mère en a eu assez d'être traitée comme une domestique. Un silence, puis la voix de Sylvie en arrière-plan, hystérique. Et mes parents, où vont-ils habiter maintenant? Tes parents n'ont aucun problème de santé, Pierre. Le père de Sylvie joue au tennis tous les mardis au club de Villeurbanne. Sa prétendue incapacité à monter les escaliers était un mensonge de plus. La vérité, c'est que j'avais mené ma petite enquête. Une simple conversation avec la gardienne de l'immeuble des parents de Sylvie m'avait appris que M. Moreau était en excellente santé et qu'il voulait simplement déménager pour ne plus payer de charges de copropriété. « Maman, nous devons nous voir, nous pouvons arranger tout ça. » Il n'y a rien à arranger, Pierre. J'ai payé tes dettes avec l'argent de la vente. Tu repars de zéro, sans rien me devoir. C'est un cadeau d'adieu. Un cadeau d'adieu? Tu veux dire que... Je veux dire que notre relation va changer. Tu resteras toujours mon fils, mais tu ne seras plus jamais mon maître. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain, j'ai signé les papiers pour l'achat d'un appartement de 70 mètres carrés dans le 2e arrondissement. 2 chambres, une pour moi, une pour mes futurs petits-enfants si Pierre redevenait un jour l'homme que j'avais élevé. Un salon lumineux où j'allais installer mon piano, que j'avais vendu par manque de place chez Pierre. Avec l'argent restant, j'ai ouvert un compte d'épargne que j'ai légué à mes neveux, les fils de ma sœur décédée. Ils ne m'avaient jamais demandé un centime et me téléphonaient chaque dimanche pour prendre de mes nouvelles. 6 mois plus tard, Pierre m'a écrit une lettre. Une vraie lettre manuscrite, comme je lui avais appris à en écrire enfant. « Maman, j'ai compris.
Sylvie et moi avons divorcé. Je vis maintenant dans un studio près du garage. Je travaille dur pour rembourser mes erreurs. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, mais j'aimerais qu'un jour, nous puissions prendre un café ensemble. Juste nous deux. J'ai gardé cette lettre dans mon tiroir pendant 1 mois avant de lui répondre. Nous nous sommes revus un dimanche de printemps, place des terreaux. Pierre avait maigri, ses cheveux commençaient à grisonner. Il ressemblait enfin à l'homme que son père aurait voulu qu'il devienne. « Comment vas-tu, maman ?»« Je vais bien, Pierre. Très bien même. Et toi ?»« J'apprends. J'apprends à être un adulte responsable. J'apprends que l'amour ne donne pas tous les droits. J'apprends que ma mère est une femme remarquable que j'ai failli perdre par bêtise. » Nous avons parlé 2 heures, sans Sylvie, sans reproche, sans regret stérile. Juste une mère et son fils qui se redécouvraient sur des bases nouvelles. Aujourd'hui, à 68 ans, je vis seule dans mon bel appartement. Je donne des cours de français à des migrants le mercredi, j'ai rejoint un club de lecture le jeudi, je prends des cours de peinture le samedi. Pierre vient déjeuner chez moi un dimanche sur 2. Nous nous parlons d'égal à égal, avec respect et tendresse. La petite Marguerite, soumise et sacrificielle, est morte le jour où j'ai trouvé mes affaires dans le jardin. À sa place a grandi une femme libre qui a appris qu'il n'est jamais trop tard pour se respecter. Parfois, la plus belle renaissance commence par une trahison qui nous oblige enfin à ouvrir les yeux. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, commentez ici en bas de quelle ville vous êtes et répondez-moi, à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait? Votre message peut éclairer la journée de quelqu'un.